Saddam Hussein, le dictateur. Slobodan Milosevic, le criminel de guerre. Ian Brady, le tueur d'enfants. Si je vous disais qu'ils avaient tous un point commun, évidemment ce n'était pas le fait qu'ils étaient très dangereux pour la société, même si c'était le cas. Non, ce qui les relie, c'est un homme, un avocat. Il était présent dans les affaires les plus sordides, il semblait être l'homme de la situation à chaque fois. Il a été lié à des criminels de haut vol, et même des stars en disgrâce. Et tout cela lui a valu le titre de l'avocat du diable. Mais si je vous disais que cette personne n'était pas du tout avocat, j'irais même plus loin, il n'avait aucune connaissance juridique et n'avait fait aucune étude de droit. Qui était-il vraiment? Giovanni Di Stefano. Giovanni, buon pomeriggio. Giovanni Di Stefano, l'homme qui réussissait à faire croire ce qu'il voulait. Giovanni est né en 1955 en Italie, dans une petite ville de Sicile, où il y passera d'ailleurs une grande partie de son enfance, puis très vite sa famille part s'installer en Angleterre. Imaginez un petit Giovanni, un pied en Italie, l'autre en Angleterre, avec un accent un peu mélangé, mais surtout des rêves de grandeur. Malgré cette double culture, son enfance n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas le gosse prodige qui va à Oxford à 16 ans, ou le gamin rebelle qui fait parler de lui. Non, Giovanni était juste normal. En revanche, ce qui va marquer sa jeunesse, c'est son goût pour les grands personnages, et surtout les histoires de pouvoir. Il était obsédé par les figures d'autorité, que ce soit les dictateurs, les criminels, ou même les personnages controversés. Il les appréciait tous. Est-ce que c'est là que se forme l'idée de son personnage? Ça, on ne le sait pas encore. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a rapidement compris une chose. Si vous parlez avec confiance, les gens vous écoutent. Et cette leçon, il va l'appliquer à la perfection. Dans les années 80, Giovanni commence à se faire un nom. Pas dans le droit, mais dans les affaires. Il investit dans des entreprises, à gauche, à droite, souvent avec des résultats très douteux, comme tout entrepreneur surtout à son époque. Mais ce qui le distingue de tous, c'est son culot. Il savait comment parler. Il avait ce don de convaincre les gens qu'il était plus riche, plus influent, plus intelligent qu'il ne l'était vraiment. Et puis un jour, il décide qu'il va devenir avocat. Mais pas de façon traditionnelle, avec des années d'études, des examens difficiles. Il a juste à se présenter comme un simple avocat, sans aucun diplôme officiel, sans aucune formation reconnue. De toute façon, plus c'est gros, plus ça passe. Et bien le pire, c'est que ça passe. Il commence à fréquenter des cercles de plus en plus élevés, à se faire de nouveaux contacts. Son réseau s'étend jusqu'aux mafieux italiens. Oui, Giovanni avait des liens avec des figures de la mafia, notamment des familles siciliennes d'où il provient. On dit qu'il aurait servi de pont entre des criminels et le monde du business international. Heureusement pour lui, il n'a jamais été inculpé pour ce genre de choses. How did you earn your millions? Well, I just told you I've been very lucky in the different sectors that I've been involved in. I have been extremely lucky and successful. En bref, il avait compris qu'en se liant à ces personnages, il pouvait renforcer son aura de mystère et de puissance. Toutefois, selon lui, le plus important, c'était son image. Vous n'auriez jamais pu trouver une quelconque image de lui dans une situation compromettante. Au contraire, il utilisait toujours plusieurs contextes pour se mettre en valeur. C'est d'ailleurs lui-même qui avait affirmé que si l'enfer avait un procès, il pourrait défendre le diable en personne. Et ce n'est même pas une blague. Si on se rend sur son propre compte Twitter, on peut y apercevoir cette image. Glaçant, non ? Il possède d'ailleurs une chaîne YouTube où il y partage pas mal de ses idées. Je ne vais pas vous conseiller d'y aller car elle n'est pas intéressante. Donc on l'aura compris, ce qu'il montre devant les caméras et devant les médias lui permet de faire énormément de choses. Il avait même accepté un reportage sur son quotidien pendant une petite période. Et en le regardant, on apprend pas mal de choses. Dès le début, on le retrouve au téléphone en train de parler de ses affaires quotidiennes. On comprend rapidement qu'il n'est pas seulement avocat. En faisant quelques recherches, on peut apercevoir qu'il avait bel et bien réussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il avait même été président du club de foot italien Campobasso Calcio, où il avait promis, en prenant en charge le projet, de les faire monter en première division d'Italie. Ce qui fut un échec, malheureusement. Néanmoins, ce qui l'intéresse, lui surtout, on le voit directement. C'est les cas juridiques qui font parler. Les gros titres très sanglants. Et prendre en charge ce genre de cas lui ramène pas que de l'argent, mais aussi beaucoup de fans, qui n'hésitent pas à lui envoyer beaucoup de cadeaux, comme ce magnifique catalogue de Pierre Tombal, un petit message mignon pour commencer la journée. Ouais, vous l'aurez compris, il n'a pas que des amis, à cause de son métier et de sa façon de faire. Mais lui, étant habitué à recevoir ce genre de choses, il riait. Malgré le fait qu'il n'avait pas fait d'études de droit et n'avait pas trop de connaissances en juridiction, pour être crédible, il a dû apprendre. Et à force de connaître des gens de ce milieu, il avait opté pour une stratégie très simple, travailler avec Paul Martin & Company, une structure associée à son propre cabinet qui lui permettrait d'engager des avocats et de travailler avec eux. Grâce à cela, lors des audiences, lui, restait en retrait et laissait faire les vrais avocats. Puis, devant les médias, s'affichait comme la tête pensante du groupe. Mais si vous pensez que cette stratégie ne peut pas fonctionner, eh bien, soyez attentifs.
Nous sommes en 1999. Nicholas Van Hoogstraten, un magnat immobilier britannique, est accusé d'avoir engagé 2 tueurs à gages pour éliminer un rival d'affaires, Mohammed Raja. Après quelques années d'enquête, le jugement se déroule entre 2002 et 2003. L'accusation, homicide volontaire. Peine maximale possible, emprisonnement à vie. Ce procès avait l'air joué d'avance. Beaucoup d'avocats ont refusé de le défendre, mais notre ami, lui, il ne s'est pas dégonflé et décide d'intégrer la défense aux côtés d'avocats compétents. Finalement, ces derniers pensent avoir trouvé une faille. Ils décident alors de faire appel. L'équipe de la défense indique que le juge principal avait mal orienté le jury, omettant qu'on ne pouvait pas prouver que le client avait pris en compte que la victime mourirait et qu'il avait engagé les 2 personnes seulement pour intimider son rival. L'appel est pris en compte. Peu de temps après, la cour d'appel annule la condamnation, jugeant la défense recevable. Et c'est là qu'on retrouve notre ami Giovanni, quelques heures après la séance, devant les caméras. Il déclare que les condamnations sur son client ont été annulées et il sera relâché à la fin de l'année. Eh ben, on se croirait dans un film, non? Personnellement, il me rappelle quelqu'un. Un avocat qui savait comment faire parler de lui en se montrant partout et qui n'hésitait pas une seconde à jouer avec les zones d'ombre de la loi, rendant ses méthodes imprévisibles pour gagner ses procès. Bon, lui, je le garde pour plus tard ou une prochaine vidéo. Di Stefano s'est alors bâti sa réputation en se liant à des affaires aussi sulfureuses que médiatisées, utilisant les médias pour renforcer son image d'avocat intrépide, prêt à défendre n'importe quelle cause, même les plus désespérées, notamment avec le fameux Saddam Hussein. Dans cette affaire, Di Stefano s'est autoproclamé membre de l'équipe de l'ancien dictateur irakien après sa capture en 2003. Il déclarait vouloir s'assurer que Saddam bénéficierait d'un procès équitable. Dites-vous, il avait même brandi en direct à la télé une page manuscrite avec divers noms, des conseillers et des officiers irakiens. Il assurait que cette feuille appartenait à l'entourage de Saddam. L'audace qu'il faut avoir pour dire ça devant autant d'audience, tout en sachant lui-même qu'il est en train de mentir. Son véritable objectif était d'utiliser ce document pour étayer son charisme et montrer à la télé qu'il détenait des informations exclusives. Lors des interviews, il défendait le dictateur en le qualifiant de chef d'État légitime, injustement renversé. Mais dans les faits, il n'existe aucun document officiel confirmant qu'il faisait partie de l'équipe de défense. Et pourtant, beaucoup de médias y ont cru. Mais tout cela n'était qu'une illusion orchestrée par lui-même. Di Stefano s'est également associé à la défense de l'ancien président serbe. Bien que son rôle reste très flou dans l'équipe juridique de Milosevic, il n'a pas hésité à se présenter comme un acteur clé de sa défense, apparaissant fréquemment dans les médias pour critiquer les procès internationaux et défendre les actions de Milosevic, comme étant motivé par des intérêts politiques plutôt que criminels. Bon, pour la culture et ceux qui ne le connaissent pas, Slobodan était accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, de génocide et encore d'autres accusations plus sordides que les premières. On n'a jamais été aussi proche de son titre d'avocat du diable. Et cette posture lui a valu une attention accrue dans les cercles de réseau, consolidant davantage sa réputation autoproclamée. Dans toutes ces affaires, Giovanni Di Stefano jouait sur les perceptions médiatiques, utilisant les caméras et les journalistes comme un outil pour légitimer son rôle et entretenir son image d'avocat des causes perdues. Malheureusement, en 2013, le rideau tombe. Une enquête approfondie révèle que Di Stefano n'a jamais obtenu de diplôme en droit, ni même suivi de formation juridique. Depuis le départ, il n'avait utilisé que de faux documents pour se présenter comme un avocat qualifié, escroquant ainsi des centaines de clients. L'étendue de ces escroqueries est stupéfiante. Il promettait monts et merveilles à des familles désespérées, encaissait d'importantes sommes d'argent, puis disparaissait, ou ne produisait que des résultats médiocres. Le tribunal découvre également qu'il a utilisé son réseau et sa notoriété pour manipuler des criminels de haut vol, leur faisant croire qu'il pouvait influencer le système judiciaire de l'intérieur avec ses contacts. Parmi ses victimes, on trouve des familles de criminels, des petites entreprises et même des personnalités publiques. Une d'entre elles était Trisha Walsh-Smith, une actrice et chroniqueuse britannique. Giovanni lui avait promis d'invalider son contrat prénuptial grâce à une somme investie. Elle lui a alors confié 100 000 livres, ce qui est juste énorme pour l'époque et même pour notre époque actuelle. En fait, c'était juste l'ancêtre du scammer, ce mec. What is your real kind of motivation in life now? Now you've got the money and... Keep it. Finalement, Giovanni est arrêté et jugé pour fraude et escroquerie. À partir de là, il en prend plein la poire. Les journaux parlent que de lui et toutes les personnes s'étant fait escroquer viennent rajouter leur grain de sel. Lors de son procès, il tente de se défendre avec le même aplomb qu'il avait fait sa renommée. Mais les preuves sont accablantes. Il est alors condamné
à 14 ans de prison, mettant un terme à sa carrière d'illusionniste du barreau. Mais tout cela nous a quand même montré la fragilité d'un système où l'apparence peut parfois masquer une absence totale de compétences. Elle illustre également les dangers d'une société trop fascinée par les figures audacieuses, des personnes prêtes à leur accorder confiance sans poser trop de questions. Euripide disait « L'homme puissant qui joint l'audace à l'éloquence devient un citoyen dangereux quand il manque de bon sens. » Sacré punchline quand même. Mais cette phrase résume pourquoi Giovanni continue de captiver les esprits. Parce qu'il incarne l'archétype du charlatan génial, ce personnage qui s'est joué avec la réalité pour se forger une légende. Il n'avait aucune formation juridique, mais compensé par une assurance hors du commun, un charisme magnétique et une capacité à s'entourer des bonnes personnes. Il fascinait par son audace. Il n'hésitait pas à se présenter comme l'avocat des figures les plus haïes. Et ça allait des dictateurs aux tueurs en série. Il incarnait à la fois une figure machiavélique et une figure captivante, celle de l'homme prêt à tout pour réussir. Même si cela impliquait de construire sa carrière sur un mensonge colossal. Il réussissait à convaincre les médias qu'il était légitime. Et cela révèle une intelligence sociale redoutable. En réalité, ce qui le rend fascinant, c'est sa compréhension profonde des faiblesses humaines. Notre tendance à croire les gens confiants, notre attrait pour le spectaculaire et notre fascination pour ceux qui semblent intouchables. On peut associer tout ça avec deux phénomènes psychologiques. Le premier, c'est l'effet d'autorité. Car on a toujours tendance à croire en une personne qui parle avec assurance, utilise un ton affirmatif et semble maîtriser son sujet, même si ce qu'elle dit est faux. Mais étant donné que nous, on ne le sait pas, alors notre cerveau associe la confiance à la compétence. Le second, c'est l'effet halo. Si une personne a une qualité perçue comme positive, avec un certain charisme ou une apparence soignée, on va vouloir généraliser cette impression et penser qu'elle est aussi compétente ou honnête, même sans preuve. Giovanni, c'était l'art de la manipulation, poussé à son paroxysme. Mentir était devenu une arme pour lui. Vous savez, ce qui est bluffant, c'est qu'il est resté dans son rôle jusqu'à la chute, convaincu qu'il pouvait maintenir son illusion. En vrai, on pourrait se demander comment aurait-il fait s'il avait essayé à notre époque ? Parce que certes, maintenant, il ne suffit plus d'avoir une feuille avec écrit « Je suis avocat dessus » pour passer, mais il existe un terrain où tu peux revendiquer ce que tu veux, où tu peux faire croire ce que tu veux. À une ère où les réseaux sociaux amplifient les discours éloquents et les apparences, les gens vérifient rarement les informations en profondeur. Si quelqu'un affiche des titres impressionnants ou adopte une posture de légitimité, beaucoup le croient sans poser de questions. Qui sait, si ça se trouve, l'homme dont je parle depuis tout à l'heure n'a jamais existé et j'aurais inventé tout ça de toutes pièces. Mais honnêtement, en regardant une vidéo, qui irait vérifier la véracité de ce que le narrateur raconte ? Di Stefano, avec son talent pour raconter des histoires et mentir, aurait pu devenir une figure publique influente, voire une célébrité en ligne, sans jamais être démasqué. Donc en fin de compte, il représente un avertissement sur les dangers de la crédulité et de l'attrait pour les beaux parleurs. Giovanni Di Stefano restera une énigme, une figure qui fascine autant qu'elle scandalise. Au-delà de ses mensonges et de ses escroqueries, il a incarné quelque chose de profondément humain, le désir de croire en des illusions bien présentées. Son histoire nous rappelle que derrière chaque image parfaite, chaque discours captivant, peut se cacher une vérité bien différente. Finalement, était-il un simple escroc ou un génie de la manipulation ? La réponse, on s'en fiche. Car ce qui reste, c'est l'impact qu'il a laissé derrière lui et le message de sa vie. L'illusion peut être plus forte que la réalité.